nous retrouvons Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Reichmann, Pierre Bellemare et Séverine Ferrer. Hier, nos invités nous ont expliqué pourquoi ils avaient fait le choix de devenir animateurs télé. Aujourd'hui, 5 de leurs proches vont venir nous révéler des aspects cachés de leur personnalité. Alors bien sûr, c'est une surprise. Nos invités ne savent pas, bien sûr, qui va venir nous dire toute la vérité sur eux. Et je vous propose de commencer tout de suite par l'invité surprise de Michel Drucker. Je vous demande de l'accueillir. Philippe Gueluc, bonjour. Prenez la place du chien si vous y autorisez. Tire-toi de la sale bête. Olga. Ah, Philippe. Bonjour. Ça va? Ça va. Je suis ravi de vous voir. Oui, moi aussi. Attendez, je vous avais des lunettes extraordinaires. Je vous remercie. Je peux... Ouais, donnez-moi un autographe. Je suis ravi. Vous êtes monsieur de... Ah, Jean-Pierre Foucault. Ah, non, c'est pas moi. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Il a bien tenu sa langue parce que je l'ai vu il y a quelques minutes, il m'a rien dit. Hein. Vous n'avez pas vu ici. On était au bureau il y a 1 heure. Hein. Oui. Et puis voilà. Alors Philippe, vous êtes depuis septembre un des complices de Michel dans Vivement dimanche prochain, le soir, sur France 2. Vous êtes venu avec un objet qui symbolise le lien qui vous unit. Vous pouvez nous montrer cet objet? Vous voulez parler du cadeau? Oui. Et son caleçon. Je m'attends au pire avec C'est idiot, c'est idiot. C'est votre choix, hein? C'est des bonbons et c'est des tapis rouges. Voilà, c'est immonde, c'est les bonbons préférés de ma fille. Alors je lui en ai piqué 2 paquets. Elle ne le sait pas. Et ce sont des tapis rouges. Tu comprends donc l'émission tapis Bien rouge sûr. et les bonbons tapis rouges. Bien sûr, Philippe. Je vais les offrir aux producteurs. Ouais. Un à Anne Marcassus et l'autre à Franck Sera. Parce que tapis rouge n'existerait pas sans eux. Alors voilà, je vais leur offrir tout ça. Alors Et Philippe, c'est pas des bonbons piégeux, c'est pas des bonbons belges. C'est des bonbons belges aussi. C'est fait à base. On a essayé de recycler les poulets à la dioxine et on en a fait des bonbons. Philippe, vous qui êtes à côté de lui aujourd'hui sur ce plateau et non pas en face, Oui. qu'est-ce Il que a vous un avez très- envie de lui dire à Michel? Mais qu'il a un très beau profil que je vois pour la première fois. Mais non, moi je n'ai qu'un mot à lui dire, c'est merci de me permettre de vivre une aventure pareille avec lui. D'abord, ça reste impressionnant de travailler avec un grand monsieur comme ça. Et puis, on a l'impression de vivre une expérience tout à fait folle, inattendue, depuis septembre. On ne savait pas comment ça allait se passer, puisque, je ne sais pas si on peut le dire, mais dans cette émission, rien n'est préparé. Et on se voit 5 minutes avant l'émission, après l'enregistrement de la première partie de Vivement Dimanche. On se voit et on se parle pratiquement pas. C'est pas à lui que vous parlez, c'est au chien. Non, je caresse le chien et tout va bien. moi Oui, pas, tout va il bien. me De caresse temps en jamais. temps, il me dit j'ai un truc à montrer. De temps en temps, Miller me dit j'aimerais que tu poses peut-être une question là-dessus. Et c'est tout. Et bizarrement, avec l'invité, ça s'appelle la mayonnaise a pris. Et on a eu des moments absolument incroyables, aussi bien avec Johnny Hallyday qu'avec Martine Aubry, qu'avec Serrault, qu'avec Jean-Yann, qu'avec Pierre Mondy et Giscard il n'y a pas longtemps. Et c'est très bizarre. C'est une chimie très particulière. Ça m'est jamais arrivé d'arriver sur un plateau comme ça, avec 3 complices, et d'y aller au feeling. Alors bon, Philippe, tout de même, quels sont les petits travers de Michel? Il doit bien en avoir. Écoutez, on a combien de temps? Tout le temps qu'il faut. Parce que, non, mais je veux dire, mais tout le monde sait qu'il se drogue pour tenir le coup. Nous, on passe dans son bureau, on doit enjamber les seringues et les flacons de PO. Non, il est énervant parce qu'il n'a pas de défaut. Ma femme dit souvent de moi que je n'en ai pas. Donc moi, je me prenais pour une sorte d'exemple, une sorte d'être parfait. Puis je me rends compte qu'il y en a un autre qui en a moins que moi encore. Parce que moi, j'ai un défaut, c'est que je suis belge. Lui, même pas. Non, il a cette sorte, il est bon. Mais tout de même, il est Philippe, beau, quand vous êtes un il petit peu est percutant généreux. avec un des invités de Michel, est-ce que quelquefois il vous freine ou est-ce que quelquefois il se met en colère? Alors, une colère de Michel, ça ressemble à ceci. Et c'est tout, ça passe très vite. Je crois qu'intérieurement, il peut être très en colère sur des gens, non, qui disent des imbécilités. Ça passe très vite. Au fil des années, il faudrait demander à Jean-Pierre, on dépense moins d'énergie à se mettre en colère. Ouais. Non? Je crois que. Plus philosophe. Je pense que c'est inutile. On est philosophe avec les uns, c'est vrai. On garde notre énergie pour l'antenne. Mais Ça y si est, vous va vous piquer j'ai adopté. Elle m'a le adopté, chien, hein. Elle m'a adopté. Christophe, bonjour. Il y a une autre émission dans laquelle pas mal de présentateurs passent. Il s'agit des Guignols de l'info. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous rentriez dans le jeu,
si vous regardiez souvent cette émission. Alors moi, personnellement, effectivement, on la regarde de temps en temps, mais somme toute assez rarement, tout de même. Voilà, si vous pensez que c'est exagéré, ou alors si au contraire vous travaillez tous les soirs votre voix et vos mimiques pour être encore plus performant en fait dans le guignol. Je fais très attention à ma voix. Et vous, Jean-Pierre, ça vous énerve les guignols? C'est une reconnaissance de notoriété. Hein. Vaut mieux y être que d'espérer y être un jour. Et je dois dire que moi, dans mon bureau, j'ai la marionnette, la mienne, qu'ils m'ont offert. Et comme ça, je peux me regarder en train de me regarder. Est-ce qu'il y a au cours de votre carrière des critiques qui vous ont touché, voire blessé? On en a tous eu des critiques. Pierre, dans les années 54... Ah, c'était beaucoup plus virulent. C'était beaucoup plus virulent. Oui, la presse écrite était plus dure. Hein. La tête et les jambes, qui est resté un mythe parmi les jeux télévisés, étaient flingués toutes les semaines, très régulièrement, par toute la presse. Parce que à cette époque-là, une émission de télévision comme celle-là déclenchait très fréquemment la première page des journaux. Mais à se rendre compte que tout a beaucoup changé quand même. C'était un événement national. Oui, un candidat qui arrivait en 5e semaine de la tête et les jambes, c'était un événement national. Oui. Et donc ça devenait insupportable pour ces journalistes qui étaient finalement dans une rubrique un petit peu obscure, car quand on fait la critique télévision dans un journal, c'est quand même pas le premier rôle du journaliste dans un journal. Donc il se vengeait par une méchanceté tout à fait remarquable à notre égard. Et ça, je l'ai encore un peu en travers. Et surtout, au tout début, dans mon innocence, je m'étais abonné à l'Argus de la presse. Je m'en suis désabonné tout de suite, au bout d'un an, parce que ça vous fout un bourdon terrible. Parce que quand il y a une mauvaise critique, en plus de ça, elle est reproduite dans tous les journaux régionaux. C'est bien que ça devient absolument épouvantable. On va multiplier par 10 la mauvaise critique. Donc je me suis désabonné et je n'ai plus jamais regardé les critiques de presse, parce qu'il faut bien vivre. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez démoralisant. Philippe, quelles sont les choses qui font le plus rire Michel? Ce qui me fait rire, moi, chez lui... Attends, mais il m'a posé la question à moi. J'ai l'impression, mais depuis combien de temps? Depuis 6 mois qu'on se connaît, j'ai l'impression que ce qui le fait le plus rire, tu confirmeras ou infirmeras, c'est quand on arrive avec quelque chose auquel il ne s'attend pas du tout. Quelque chose qui est parfois en complet porte-à-faux avec l'émission. Par exemple, je ne sais pas de quoi on peut parler. Sœur Emmanuel. De Sœur Emmanuel, voilà. Alors, racontez-nous justement, Sœur Emmanuel. On est avec Sœur Emmanuel. Bon, c'est une émission qui était la première de l'année, on trouvait que c'était symbolique, une émission d'espoir. Et le soir, on est tous préparés, c'est un personnage, 92 ans, mais je peux vous dire que ça va vite dans sa tête. Et il lui dit, il est complètement décalé dans ses revues de presse, et il dit, j'ai découvert dans une revue de presse, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai dit, vous avez déclaré. Oui, vous avez déclaré un jour. Moi, vous avez déclaré un jour, donc je cite Sœur Emmanuel, moi, les pauvres, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les bagnoles de luxe. Alors, elle est très étonnée à ce moment-là. Est-ce qu'elle, alors je dis, moi je me suis trompé. Non, j'ajoute, je dis, alors est-ce que le jour où vous avez déclaré ça, vous aviez bu, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit? Elle me dit, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est quelqu'un. Ah non, alors là, mon petit Gueuluc, je suis pas d'accord. Hein. Il faut relever le niveau. Hein. Et alors je lui dis, bah non, mais c'est pas vous, ça doit pas être vous, ça doit être l'abbé Pierre alors. Qui était là en plus. Et ça, ça l'a mise en colère. Ça me fait beaucoup rire. Voilà. Parce que c'était inattendu. Je veux dire, on ne parle pas comme ça à une sainte femme. Et sur le plateau, ça vous a fait rire aussi, Michel? Oui. Non, parce qu'il sort des choses, absolument, on s'y attend pas du tout. Qu'est-ce que tu as dit à Giscard l'autre jour? Sur les 17 millions de femmes. Vous avez déclaré un jour que pendant votre septennat, vous avez aimé 17 millions, vous avez été amoureux de 17 millions de Françaises. J'ai ajouté, dites-moi, un chiffre pareil, ça devait vous donner de fameuses érections matinales. Ou quelque chose comme ça. Et Giscard s'est marré. Oui, il a c'est là qu'il a enchaîné sur son énorme vulcania. Bonjour, Ève. Je voulais savoir quel effet ça vous faisait d'être enfin du côté des invités et de laisser Evelyne faire tout le travail, en fin de compte, à votre place. C'est bon. Si vous saviez. C'est vrai que c'est très reposant. Non, mais je trouve que... Parce que vous disiez moi, je ne connaissais pas Evelyne et on est un peu tous sous le charme quand même. Hein. C'est le rouge. Ah. Non, mais... Michel, vous disiez tout à l'heure que... J'ai regardé tout à l'heure, excusez-moi, mais j'ai regardé tout à l'heure le début de l'émission et Michel, qui est celui que je connais le mieux, j'ai pris un plaisir à le voir comme je le vois hors caméra. Parce que, évidemment, ton rôle
d'intervieweur n'est pas du tout le même que le Michel dans la vie, le Michel dans les coulisses, le Michel du bureau. Et là, quand il est invité, il se lâche complètement. C'est un bonheur. Oui. Oui, vous disiez que vous étiez de nature anxieuse. Alors, est-ce que finalement, il est plus stressant de poser les questions ou d'y répondre? Parce qu'il faut quand même y avoir réfléchi. Vous parlez davantage. C'est plus stressant quand même de présenter, de poser les questions. Lorsqu'on est de l'autre côté, c'est plus agréable. Mais bon, je sais pas. Mais moi, je voudrais poser une question à Pierre. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons sur ce plateau un de nos maîtres. Hein, parce que je veux dire que ce qu'a fait Pierre dans sa vie, c'est assez prodigieux. Aucune bête ne l'aurait fait. Et est-ce que Pierre, est-ce que vous êtes anxieux? Anxieux? Oui. Le monsieur, ton avant, tu es anxieux, Pierre. Tu vas me faire passer pour un sourd. Tu es désagréable. Pierre, entendez, Pierre? Oui, attends, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que je cherche vraiment si... Le temps que ça monte au cerveau, ça va venir. Hein. Il va vous la sortir bien. Pierre, pardon, vous appartenez à une génération qui n'a fait que du direct. Oui, bien sûr. Oui. C'était la grande époque du direct. Oui. Ben, il y en a de moins en moins maintenant. Oui, mais il ne fallait pas être anxieux. C'était autre chose. C'était ce que vous avez tous dit, c'est-à-dire les 40 secondes qui précèdent, le générique, et puis après ça, on est parti. Donc, je pense que ça, c'est l'anxiété classique de tous les artistes, dirons-nous. Parce que quelque part, nous faisons partie du même monde, quand même, que les artistes à ce moment-là. Hein. Donc, cette anxiété-là, on la connaît. Maintenant, est-ce que je suis de nature anxieuse? Je ne crois pas. Parce que si on doit faire ce métier, même si Michel le dit, bien sûr, il est perfectionniste, bon, mais il faut quand même un optimisme incroyable pour subir tout ce qu'on subit comme agression diverses et variées au cours de cette vie particulière de télévision, que ce soit par rapport à votre public, bien sûr, qui parfois vous aime et parfois ne vous aime plus, que ce soit par rapport à ceux qui vous emploient, qui parfois vous aiment et parfois ne vous aiment plus, qui vous font des coups. Par exemple, nous sommes un des rares métiers où n'importe qui a le sentiment qu'il peut faire ce que nous faisons. Moi, je n'ai pas le sentiment de pouvoir faire le pain du boulanger, parce que je ne sais pas faire le pain du boulanger. Et je n'ai aucune prétention de rentrer dans une boulangerie. Tais-toi. De rentrer dans une boulangerie et d'aller dire au boulanger, monsieur, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre, et d'aller dire, monsieur, je vais me mettre maintenant au pétrin à votre place, parce que ce que vous faites, votre pain n'est pas bon. Je ne vais jamais faire ça. Là, on a le sentiment que n'importe qui, en fait, peut se mettre à notre place. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit est assez incroyable à ce sujet. Bon, nous faisons un métier très particulier que n'importe qui peut faire. Et pour autant, nous sommes quand même qu'un très petit nombre à le faire et à nous être maintenus. C'est ça qui est amusant. Mais ça, finalement, on ne nous conteste pas, mais on ne s'en aperçoit pas. Jean-Pierre, c'est difficile d'être populaire? Écoutez, la popularité, je vais vous dire ce que c'est. Une simple image, une anecdote qui date d'il y a quelques années. Je me baladais, avenue de la Grande Armée, je sortais des bureaux de Glemm qui produisait Sacrée Soirée, et je croise une femme d'un certain âge qui promène son chien, qui tient son chien en laisse. Elle s'arrête, le chien s'arrête, elle me regarde. Elle vous bouscule? Pas du tout. Elle s'adresse au chien et elle dit « Tu le reconnais ?» Alors... Il n'a même pas remué la queue, ce grossier personnage. Alors voilà, la popularité, si vous voulez, c'est ça. Méfions-nous, soyons calmes, soyons prudents. Oui, bien sûr, parce qu'on se connaît, mais restons les pieds sur terre. Alors, notre prochain invité n'a pas voulu témoigner à visage découvert. Il a tellement de révélations à faire sur l'un d'entre vous qu'il a préféré garder l'anonymat. Je vous demande de l'applaudir. Alors, il est derrière vous. Bonjour. Bonjour. Vous côtoyez l'une de ces personnalités tous les jours. J'ai dit un mot et je suis mort, je crois. Alors Jean-Luc, vous l'avez reconnu, c'est Maître Galibert, votre complice. Alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ça, ce cadeau? Alors, on a eu les bonbons pour Michel Drucker et là c'est un casque de radio. C'est un casque de radio. Voilà, qui pour moi, c'est le symbole d'un animateur de radio. Quand j'étais petit, que je rêvais de faire de la radio, je voyais Foucault, c'est clair. Grossier personnage, quand t'es petit, tu m'écoutais. Non mais, je déteste les gens qui disent « ma grand-mère vous adore ». Non mais c'est vrai. Je vous écoutais quand j'étais très petit. Alors, Maître Galibert. M'appelez pas Maître Galibert. Parce que vous n'êtes ni huissier, ni rien du tout. Ni huissier de justesse. Oui, justesse. C'est comment votre... Pierre. Pierre. Ouais. Alors Pierre, quels sont les petits travers de Jean-Luc? Il voit tout. Il voit les cadreurs qui parlent entre eux. Il voit un plan qui est flou. Pas plus tard que tout à l'heure, dans le public, il y avait beaucoup de monde. Il y avait 300 personnes. Il y avait un
un jeune homme qui avait un sifflet et qui sifflait chaque fois que le public applaudissait. Alors moi, je regardais un petit peu, le chauffeur de salle regardait, personne ne le voyait. Jean-Luc n'arrête pas l'émission, il prend un cadreur, il dit « Montre-moi ». Sur 300 personnes, il a découvert tout de suite qui sifflait. Et c'est ça tout le temps. Je voudrais savoir si vous ne sentez pas un peu en compétition les uns les autres, si vous n'êtes pas un peu jaloux, parce que c'est vrai que vous êtes dans un milieu où chacun peut piquer un peu la place de l'autre. Et dans ce sens, je voudrais d'ailleurs savoir si vous n'avez pas un peu peur d'Evelyne Thomas, parce que c'est vrai qu'elle est quand même très professionnelle et vous n'êtes pas un peu jaloux d'elle. Je l'ai payé très cher pour qu'il pose la question. Ouais. Non mais je crois qu'il y a réellement de la place pour tout le monde à un moment donné sur ce plateau. Il n'y a pas de raison de compétition. On a chacun un style propre. L'important c'est d'avoir, je pense, une personnalité propre et je crois que c'est le plus important. On peut comparer qui que ce soit à partir du moment où on compare, c'est pas très très bon signe. En revanche, je pense que chacun a son style propre de présentation. Quand on dit Jean-Pierre Foucault, on sait tout de suite que Jean-Pierre, ça va se passer bien, que c'est Non mais je vais vous dire, mon petit bonhomme, nous avons de fortes personnalités, vous avez compris? Bon, c'est ce qu'il veut dire. Fais pas des explications qui n'en finissent pas, Coco. Quelles émissions de télévision vous regardez en général? La vôtre, uniquement la vôtre. Merci. Séverine. Moi, j'aime bien les émissions musicales, donc forcément, ça me si on joue à l'acteur. Je regarde tous les dimanches Michel, bien sûr, et puis j'ai vu La Brosse à dents. Mais sinon, j'aime bien le côté envoyé spécial, les émissions comme ça, l'interdit de Capital. C'est normal, c'est ma chaîne. Mais non, j'aime bien apprendre des choses dans les émissions. Et vous, Jean-Pierre, quelles émissions vous regardez? Vous regardez la télé quand vous rentrez chez vous? Est-ce qu'un présentateur de télévision vedette, ça regarde la télé quand ça rentre chez lui? Bien sûr, et comme tout le monde, on fabrique sa propre chaîne avec la fameuse télécommande qui est l'objet de tous nos soucis ou de nos satisfactions. Moi, je regarde d'abord ce que font ceux qui font le même métier que moi. Je regarde le dimanche Michel Drucker. Je disais à Jean-Luc que j'ai vu Pierre Bellemare avec son épouse il y a quelques jours à la télévision. Non, je suis un véritable consommateur de télévision, mais un mauvais consommateur, parce que je vais d'une chaîne à une autre, peut-être comme vous tous qui nous regardez. Et vous aimez vous regarder? Non. Ah non. Ah non. Non, nous non plus, on n'aime Franchement, pas. Franchement, non. Moi, j'aime pas me regarder à la télévision. C'est pas très agréable de se regarder. Moi, je regarde ce que font les confrères, bien sûr, et je regarde votre producteur, Jean-Luc Delarue. Ça se discute, ça a lieu ici. Et je regarde beaucoup, ça se discute. J'aime beaucoup les débats. Je regarde les débats également qui a sur TF1. J'aime beaucoup regarder ça. J'aime regarder Pivot. J'aime regarder La Cinquième. J'aime beaucoup les émissions de débat. Et je regarde également beaucoup LCI. Parce que LCI, maintenant, c'est France Info de la télé. C'est la chaîne info. C'est la chaîne info. Ce qui fait que ça a beaucoup d'avantages. Je regarde également le 6 minutes ou le 8 minutes sur M6. J'aime bien les infos comme ça qu'on peut prendre. Maintenant, on peut regarder LCI toute la nuit. C'est bien pratique. Donc, j'aime bien regarder. Je regarde les journaux télévisés. Je regarde Poivre souvent. Je regarde Claire également. Je regarde Sirion. Je regarde beaucoup la télé. Puis j'enregistre parce que j'adore ça. Et puis parce que je suis assez admiratif du travail des autres. Parce que je sais exactement quelles difficultés ils ont pu rencontrer. Et dans ce cas, j'oublie complètement les problèmes de concurrence. Je regarde et je tire mon chapeau souvent. Je dis là, il n'a pas eu de bol. Là, c'est bien passé. Et puis, c'est intéressant de voir comment se comportent les artistes sur les autres plateaux. Et ce qui est agréable, puisque Michel vient de parler d'LCI, c'est que tous les quarts d'heure, on sait que l'OM a battu le PSG 4-1. Tous les quarts d'heure, ça revient. C'est quand même très agréable. Est-ce qu'il y a une émission que vous aimeriez animer tous les deux? Alors, Bernard Pivot, c'est une bonne question. Bernard Pivot a eu un jour une idée. Personne ne l'a repris. Il a dit un jour, je ne sais pas à quel patron il a présenté ça, il a dit « J'aimerais bien qu'une fois dans l'année, pendant 24 heures, les présentateurs s'échangent leurs émissions. » Que Pivot présente une émission de variété, que Jean-Pierre présente éventuellement le journal, que, je sais pas, que quelqu'un présente une émission littéraire, qu'on s'échange nos émissions. Ça pourrait être assez marrant, peut-être un 1er avril. Et vous, quelle émission vous aimeriez présenter alors, Michel? Moi, j'ai longtemps caresser le rêve, maintenant ça m'est passé. À une époque, j'aurais bien présenté le 20h une fois, comme ça, parce que ça m'amusait. Mais sinon, une émission littéraire, où à une époque, je fantasmais sur le cercle de minuit. Et puis, comme il passe maintenant 1h30 du matin, je fantasme moins. Parce que c'est un peu plus tard. Mais c'est vrai, des émissions tardives, ça m'amusait parce qu'on peut se lâcher, on peut avoir un ton différent. Vous êtes pas mal lâché, là, pour 13h50. Oui, mais il y a encore des progrès à faire, hein, Philippe. Jean-Pierre, vous aimeriez animer quelle émission? Vous présentez ou commentez un match. Et l'OM marque un 4e but ce soir. C'est
C'est exceptionnel. C'est la renaissance de ce club. Pourquoi pas? Si, il y a une émission que j'aurais rêvé de présenter, mais je ne pourrais pas le faire parce qu'il est le seul à le faire. C'est la manière dont Pierre raconte ses histoires. Nous avons tous reçu Pierre Bellemare dans nos émissions pour les histoires extraordinaires. Il y a une série de livres qui paraissent tous les 2 ans et qui ont un succès considérable. Et à chaque fois que Pierre vient dans une de nos émissions, en 5 minutes, et là je voudrais vraiment lui rendre hommage aujourd'hui, c'est qu'on dit à Pierre, il me dit, on a combien de temps? 4 minutes. Il prépare 2 histoires, il raconte les histoires. Vous regardez le chrono, il a fait 4 minutes et les 2 histoires sont formidables. Et ça, il a une façon de raconter l'histoire extraordinaire avec un suspense. Et ça, j'aurais rêvé un jour de faire ça, mais malheureusement, je ne pourrais jamais faire aussi bien que lui. Eh bien, c'est à votre tour, Pierre, de passer sur le grill. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Nous retrouvons Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Reichmann, Séverine Ferrer et Pierre Bellemare. Et justement, Pierre, c'est à votre tour de passer sur le grill. Je vais demander à votre invité surprise de nous rejoindre et je vous demande à vous, public, de l'applaudir très chaleureusement. Virginie, bonjour. Bonsoir Pierre. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Bonsoir le chien-chien. Mais si vous connaissez le chien de Michel? Oui. Vous êtes venu avec un objet, vous aussi, oui. qui symbolise un peu le lien. Pierre. Oui. Vous avez deviné ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Que c'est des bretelles magnifiques. Voilà. Super. Avec un nounours. Des bretelles à nounours. Oh, avec la bretelle à nounours. Des bretelles à nounours, c'est mignon, ça. Oh, c'est joli. Non, je n'en ai pas, vous tous. Est-ce que vous en avez sur vous des bretelles? Oui, bien sûr. Oui. Mais elles ne sont pas nounours, elles sont sans intérêt. Non, c'est des trucs. C'est des bretelles à soleil. Oui, c'est des bretelles à soleil. Oui, ils sont là. Voilà, vous les voyez. Bon, d'accord. C'est tout, fini. L'activité, c'est terminé. Alors. À quelle occasion vous êtes rencontrés et vous avez travaillé ensemble? Déjà, on s'était rencontrés sous la gouverne de Michel, dans Studio Gabriel. Oui, avec Laurent. Avec Laurent Gérard, et puis... Vous m'aviez vendu d'ailleurs. Oui, absolument. On avait vendu Pierre au téléachat, 595 francs. Oui, absolument. On a fait le téléachat avec Pierre. Et on se demandait qui était Pierre. Tellement c'était saisissant. Heureusement, il y avait la caméra, donc on avait un repère quand même pour savoir qui était qui. Mais... D'ailleurs, à ce propos, un jour, Laurent Gérard s'est fait avoir, parce qu'il est rentré chez ses parents, et il a entendu à la télévision la voix de Pierre Bellemare. Il s'est dit, tiens, je vais aller voir, parce que comme ça va me permettre un petit peu de mieux appréhender encore mon imitation de Pierre Bellemare. Et il est arrivé, en fait, c'était lui qui imitait Pierre Bellemare. Et Virginie, quels sont les petits travers de Pierre? Mais franchement, j'en connais pas. Je pourrais pas vous dire le petit travers. Je suis de mauvaise foi, je dis tout de suite. Ah bon? Je m'en suis jamais rendu compte. Mais moi, je suis naïve, alors j'en suis pas rendu compte. Je suis très mauvaise foi parce que, comme je veux toujours convaincre, n'est-ce pas? Je veux toujours convaincre de quelque chose. Alors, il y a parfois où je convainc d'une chose et le lendemain, je convainc du contraire. Ah bon. Et on me dit, c'est curieux parce que la veille, tu as dit exactement le contraire. Et je l'admets bien volontiers, mais dans l'enthousiasme, bon, je repars dans l'autre sens. Et de vous deux, lequel est le plus bavard? On est bavards tous les deux. Oui, hein. oui, ça. Il n'y en a pas un petit peu plus que l'autre? Non. On est très bavards. On est tous très bavards ici, de toute façon. Ça fait 10 minutes que je t'entends pas, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade? Il est passé par les bons hôtels. Je suis assez bouche bée que vous ayez passé une nuit de noces, un mois tous les deux. Et je me disais que non, c'était beau. Non, mais je me disais que sur un canapé à la télé, vous iriez bien aussi. C'est ce qu'on s'est toujours dit avec Pierre. Si on pouvait être sur un canapé à la télévision, on serait heureux. C'est un de nos rêves et voilà. on se réalise aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Monique et j'ai une question pour Monsieur Foucault. Pourquoi arrêtez-vous les années tubes? Eh bien, il n'était pas au courant. Écoutez, et ça, c'est le pire. Je n'ai pas lu le journal ce matin. Je n'arrête pas les années tubes. Il était question pourtant, vous recherchiez quelqu'un pour Lorsque je dis prenez ma animer. place, c'est plutôt trouver la vôtre. C'est-à-dire, quand je dis prenez ma place, c'est un titre d'un casting que nous effectuons. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je vois mal mon président de chaîne me disant dis donc, Coco, on va te virer, mais ça ne t'ennuierait pas de trouver la personne qui va te remplacer. Hein? Donc, en réalité, je fais un casting à travers toute la France pour trouver celles qui, dans quelques années, seront ici à notre place. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour mes détracteurs, je reste. Une bonne pour ceux qui m'aiment, je reste. Je suis ravie. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises par le journal?
des choses que vous avez appris sur vous dans le journal, pas très Vous agréable. posez une question qui mérite une réponse, c'est que... Merci. Non, mais c'est-à-dire que très souvent dans notre métier, c'est dans la presse qu'on apprend les mauvaises nouvelles. Des patrons, on en a connu beaucoup, Jean-Pierre et Pierre, puisque nous sommes les trois plus anciens sur ce plateau. Très souvent, les mauvaises nouvelles, on l'apprend par la presse. Il y a très peu de présidents qui ont le courage de nous dire en face ce qu'ils veulent plus de nous. J'ai appris par la presse que j'avais une tache sur le nez, alors ça, j'ai pas supporté. Là, j'ai appris ça par la presse. Ça m'a fait un peu quelque chose, quoi. Ils disent n'importe quoi dans les Ah ouais, journaux, non, mais hein, c'est épatant. Même ma mère ne m'avait rien dit. Bonjour Nadir, je veux savoir comment vous faites pour concilier votre vie privée et votre vie professionnelle. Ah ben nous avons épousé des saintes. Nos femmes sont des saintes. Elles regardent la télé, vos femmes? Pas tout le temps, mais... Et vos émissions, elles les regardent? Oui, mais en ce qui me concerne, je suis marié depuis 28 ans. Donc, quand de temps en temps ma femme ne regarde pas une de mes émissions, je lui pardonne parce que je comprends aisément qu'elle puisse en avoir un peu ras-le-bol. Mais en général, elle regarde et elle donne son avis. Et elle est comment avec vous? Elle est très dure? Extrêmement dure. Mais maintenant, je connais le mode d'emploi, elle attend pour me dire... le bon moment. Ce qu'on n'aime pas, elle attend. Elle ne dit pas immédiatement. Elle attend que le générique soit passé, elle attend quelques heures. Madame Foucault regarde les émissions de Jean-Pierre? Je crois que c'est la première personne qui puisse se permettre de donner de vraies critiques et de vrais commentaires sans aucune arrière. Elle va rester là sans arrêt ou... Donc, j'arrive tout de suite, chérie. Et donc, c'est vrai, c'est un... Excusez-moi, mais pour l'image, il faudrait peut-être le placer. Comme ça. Mais c'est bien ce que je lui dis. C'est bien ce que je lui dis. Les gens qui prendraient l'émission en cours de route. Chez les Drucker, ils sont insupportables. Hein. Non, c'est essentiel. Elles sont impitoyables, vos femmes? Et il le faut, il le faut. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit un jour qui vous a particulièrement marqué? La vérité. Et quelle est la vérité? Parfois qu'on ne veut pas voir. On ne fait pas que de bonnes émissions. Ouais. Enfin, parle pour toi. C'est une question qu'on peut poser à Pierre. J'ai vu Madame Bellemare et son époux dans l'émission de Monsieur Reichmann, Les Amours. Et bientôt, vous verrez la femme de Jean-Pierre Foucault et celle de Michel Drucker, je tenais quand même à le dire. Entièrement nue. Ensemble. Ensemble. Car elles sont ensemble dans la vie. Pierre, est-ce que votre femme a été le premier juge de vos émissions? Elle vous a toujours dit franchement ce qu'elle en pensait. Et comment vous receviez ces critiques quand elles étaient mauvaises? Tout à fait. C'est en effet, comme le dit Jean-Pierre, la critique qui me paraît la plus sûre. C'est la critique dans laquelle on le croit le plus, parce qu'elle n'a aucune raison de vous ménager. Et ça, c'est très très important. Celle qui a été la plus terrible pour moi, c'est ma mère. Ce qu'elle vous dit, votre maman? Ma mère qui n'est plus là m'a vraiment passé à tabac pendant 20 ans. Parce que ma mère avait deux idoles. Jacques Chancel et Bernard Pivot. Donc j'ai beaucoup ramé, puisque mes émissions sont assez éloignées de celles de Chancel. Et ma mère m'a dit une fois une chose absolument incroyable. Elle m'a téléphoné, elle téléphone chez moi pour me demander de regarder une émission de Chancel, parce qu'il y avait Rostropovitch qui était son idole. Et elle tombe sur ma femme et lui dit: est-ce que Michel est là? Est-ce que mon fils est là? Dites-lui de regarder Chancel. Il fait une émission, le Grand TGI qui est formidable. Et ma femme lui dit: écoutez, Madame Lola, Michel ne peut pas regarder parce qu'il est en direct à la même heure. mais sur une autre chaîne. Ma mère était impitoyable. Et ma mère me disait des choses absolument incroyables. Mais je vous ai quand même raconté mon père qui a appelé Marciac pour dire: arrêtez-le, il fait des fautes de français, il n'a pas fait d'études, il est nul, il va vous semer la panique dans la rédaction. Donc j'ai des parents extrêmement durs. Moi je veux dire, j'ai une expérience absolument contraire. Mon père a connu mes débuts à la télévision. Je l'ai, hélas, perdu très tôt, je l'ai perdu, j'avais 35 ans. Et lorsque mon père est mort, j'ai trouvé dans sa bibliothèque des albums, car lui avait collectionné tous les articles de presse me concernant. Ça, c'est émouvant, ça. Tous, sans jamais me le dire. Et puis ensuite, j'ai trouvé des brouillons de lettres, car quand les critiques étaient trop odieuses par rapport à moi, sous un nom d'emprunt, il écrivait aux critiques pour les incendier, leur dire les pires choses. Et j'ai découvert ça après sa mort, il ne m'en avait jamais rien dit. Et je dois dire, je l'ai dit, j'ai la larme facile, je l'ai avoué dans la récente émission des Amours, mais là, je veux dire que c'est peut-être la plus belle crise de larmes que j'ai eue.
devant cette tendresse et cet amour que je connaissais, mais qui se révélait encore davantage après la disparition de mon père. Dans le même registre, mais plus drôle, je vous ai parlé tout à l'heure de l'émission Champs-Élysées où il y avait les nuls, présentés par... Il y avait Jean Poiret, bon, c'était hallucinant ce qu'ils ont sorti, les nuls, ce jour-là. C'était la première fois qu'ils étaient sur une chaîne généraliste, alors que leur carrière commençait sur une chaîne cryptée qui était Canal. Eh bien, pendant cette émission, ma mère a téléphoné chez moi. Et quand je suis rentré à minuit et demi, j'ai trouvé un message de 21h30 qui disait « Michel, c'est ta mère, arrête ça tout de suite. » Arrête ça immédiatement. Comment elle peut imaginer, évidemment, que j'ai mon répondeur sur le plateau, bien entendu, et je le consulte régulièrement en direct. C'était incroyable. Eh bien, elle était tellement ulcérée, choquée par cette émission où il y avait Bigard et les nuls, vous imaginez ce qui s'est passé, qu'on a été fâchés pendant plusieurs mois. Et on s'est réconciliés parce que j'ai essayé de lui faire comprendre que les nuls avaient beaucoup de talent, que le public français les connaîtrait un jour et qu'ils feraient des grandes carrières. Et il a fallu que Télé 7 jours les mette en couverture 6 mois après pour que ma mère reconnaisse que c'était devenu des vedettes. Mais pendant 6 mois, elle ne voulait plus me parler à cause de ça. À cause de Le Bonheur, c'est simple comme un coup de... Il fallait se dépêcher, puis vite recevoir Rostropovitch. Il fallait se dépêcher de recevoir Rostropovitch. Oui. Alors Virginie, vous avez travaillé aussi avec Michel. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que vous aimeriez lui dire que vous lui avez jamais dit? Que je veux bien dire au public, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur Michel. C'est que Michel est complètement fou dans la vie. Mais fou, c'est une des personnes les plus folles que j'ai rencontrées. C'est quelqu'un qui met toujours les autres en valeur, donc il s'éclipse volontiers à l'écran. Mais alors dans la vie, c'est un des personnages qui m'a fait le plus rire. On s'est bien marré. Oui. On a vraiment rigolé. Mais en plus, on avait cette image de Michel extrêmement courtois. Et quand on a découvert... On en a eu un petit aperçu. Moi, j'adore me marrer, mais le problème, c'est que, Jean-Pierre vous dira la même chose, nous, notre registre à nous, on nous a demandé de présenter des émissions d'accueil où on est là pour mettre les autres en valeur. Mais il faut dire qu'avec eux deux, ils m'ont appris à me lâcher. C'est-à-dire que si je me suis enfin laissé aller après tant d'années à la télévision, je le dois à Virginie et à Laurent. Car Sud de Gabriel, tous les soirs, j'ai passé mon temps à m'excuser. Monsieur le ministre, c'est pour rire. Machin, c'est pour rire. Ils m'ont fâché avec la moitié du métier quand même. Bon, c'est extraordinaire. Et maintenant que je revois ou que je découvre des hommes politiques que nous avons caricaturés pendant des années, souvent je rase les murs. La première fois que j'ai rencontré M. Balladur, probablement dimanche, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que qu'est-ce qu'on lui a mis, hein, fantomètre, etc. Bon. Et pendant 3 ans. Et là, la première fois que j'ai vu M. Balladur, il m'a regardé, il me dit, je vous connais. C'était un vrai filtre, c'est-à-dire que très rarement, il nous a dit, là vous avez vraiment fâché, je pense que c'était vraiment, il fallait que la personne l'appelle 14 fois pour qu'il nous dise. Simplement, parfois, on se doutait qu'on avait vexé quelqu'un parce qu'on passait devant son bureau et on l'entendait appeler le fleuriste en disant, vous pouvez envoyer un bouquet de fleurs à David de Rothschild. J'ai jamais autant envoyé de fleurs aux artistes pendant ces 3 années. Alors Virginie, je rappelle qu'on peut actuellement vous retrouver tous les soirs au Théâtre de la Renaissance dans une pièce qui s'intitule Mariage et conséquences, excusez-moi, Mariage et conséquences. Voilà. Avec Claire Nadeau, Éric Métayer, Gérard Rinaldi, Lionel Abelansky. Mais elle est magnifique, magnifique. Merci. Théâtre de la Renaissance. Théâtre de la Renaissance. Allez-y parce que c'est vraiment formidable. Très très bonne. Alors, Séverine, c'est à votre tour. Je vais demander à une personne qui vous connaît bien et avec laquelle vous avez travaillé de venir nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir. Alors, Séverine, vous pouvez nous dire qui c'est? Oui, c'est Antoine Bourdillon. J'étais super fan de lui avant parce qu'il animait aussi une émission avec un autre présentateur. Et il a travaillé en fait au tout début de Fan 2, l'émission que j'anime en ce moment, en tant que rédacteur en chef. Voilà. Donc je la connais pas mal. Donc vous avez vu exploser Séverine sur M6 dans Fan 2. Vous lui avez d'ailleurs amené vous aussi un objet? J'ai apporté un petit cadeau qui est symbolique aussi et qui correspond au rêve de Séverine, je crois, le plus profond. Je pense ne pas me tromper. Elle a encore des rêves de petite fille. Et ben voilà, c'est un peu le symbole de son rêve le plus profond. Bon, on a attendu longtemps, il y avait une pièce montée, on a un peu mangé. Je la garderai, je le mettrai sur... J'espère. Je mettrai sur le gâteau.
Ah, c'est cool. Voilà, et par ce cadeau, je voulais montrer aussi les aspirations de Séverine, qui en effet a explosé sur M6, mais qui en fait est une jeune fille comme tout le monde. Qui rêve de se marier. Exactement, et d'avoir au moins une douzaine d'enfants, si on la croit. Comment est-ce qu'elle était au début de Fan 2 ? Pareil. Vraiment pareil. C'est-à-dire, pourquoi j'aime Séverine c'est une simplicité. C'est vraiment une personne très très agréable à vivre, qui est la même dans le travail que dans la vie, qui aime rigoler, qui est simple. Et vu qu'elle côtoie beaucoup d'artistes, et des artistes en plus qui sont aimés par des jeunes filles de 14-16 ans, c'est pas facile tout le temps, parce qu'elle peut être envisagée comme une concurrente pour les jeunes filles qui aiment ces artistes-là. Et Séverine est toujours restée très très simple, très proche des gens, très accessible. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup et c'est très sincère, quoi. Vous qui animez Fan 2, vous êtes fan de qui ? J'ai jamais été vraiment fan de quelqu'un, mais c'est vrai que j'admire beaucoup de personnes pour leur carrière ou pour leur œuvre humanitaire ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai toujours adoré le Dalai Lama, donc c'était aussi un rêve de le rencontrer. J'adorerais rencontrer l'abbé Pierre, Nelson Mandela, ou j'aurais adoré rencontrer François Mitterrand. Ou Gainsbourg, comme il le disait tout à l'heure, et aussi le général de Gaulle. Les deux auraient été ravis de la rencontrer aussi. Je sais pas ce qu'il m'aurait dit, hein. Jean-Pierre, vous êtes fan de qui ? Je suis pas très fan non plus. C'est vrai. Vous étiez fan de moi. À part vous, attendez, laissez-moi finir ma Je phrase. suis super déçu. Laissez-moi finir ma phrase. Non, je suis pas très très fan. C'est vrai que je respecte tout à fait ceux qui viennent vous demander une signature ou un autographe, mais ça me serait jamais venu à l'idée lorsque j'étais plus jeune. Et vous, Michel ? Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fan des stars du foot, et des idoles. Alors là, j'ai des fans dans le sport. Alors bon, je suis un fan de Zidane, et puisque je suis à côté d'un Marseillais, eh ben, j'ai réalisé un rêve de gosse. Je suis allé à Clairefontaine avant la Coupe du Monde, j'ai rencontré Zidane que je ne connaissais pas, et Zidane m'a dit une chose qui m'a beaucoup troublé. Il a quoi, 26 ans, 27 ans. Il m'a vous voyez d'abord, et il m'a dit j'aimerais avoir un autographe pour mes parents. Parce que quand j'étais petit, à Marseille, mes parents disaient il faut que tu réussisses, regarde, voilà un garçon bien élevé, bon chic, bon genre, le gendre idéal, etc. J'étais sidéré et il m'a dit voilà le téléphone de mes parents. Et si vous pouvez un jour, après on se tutoie depuis, les appeler. Donc j'ai réalisé un rêve. Il y a un mois, je suis allé passer la journée à Marseille avec les parents de Zidane. Je les ai invités à déjeuner. Lui était à Turin, bien sûr. Et j'ai passé une journée absolument inoubliable. Et je sais maintenant, je comprends mieux les silences de Zizou. Je sais d'où il vient. Jean-Pierre est marseillais, il sait de quoi je veux parler. J'ai vu sa sœur, j'ai vu son père, qui est un père admirable. Et je suis rentré comme un gamin. Et je suis rentré à la maison et j'ai dit, je suis rentré avec un maillot de la Juve. J'ai dit à ma femme, je passe une journée formidable. J'ai rencontré les parents de Zidane. Et j'étais revenu en enfance. Voilà. Jean-Luc, vous êtes fan de quelqu'un ou vous avez été fan de quelqu'un ? Moi, je suis fan des gens qui font des belles carrières ou qui ont fait de belles carrières. Je suis plus fan des chanteurs, moi. J'étais un fan inconditionnel de Coluche, parce que c'était un monsieur extraordinaire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il m'a envoûté depuis la première fois où il a dit c'est l'histoire d'un mec qui regarde dans l'eau. J'étais vraiment fan parce que je connaissais... J'étais fan d'un monsieur aussi qui s'appelle Renaud. J'aimerais bien avoir de ses nouvelles parce que je crois que c'était un type bien et que c'est encore un type bien. Je ne pense pas me tromper. Alors Jean-Pierre, maintenant c'est votre tour. Ah. Nous allons recevoir quelqu'un qui vous connaît très très bien. Jean-Pierre, c'est l'invité mystère, bien sûr. Sacrée surprise. Sacrée surprise, vous vous doutez un petit peu de qui c'est ? Comment voulez-vous ? La femme de Pierre Bellemare. La femme de Pierre Bellemare. Eh bien non. Je vous demande tout de suite d'applaudir l'invité surprise de Jean-Pierre Foucault. Merci. Vous ne pouvez pas la bise, mais... Pierrier. Ah, écoutez, je suis très très content Alors, que... Léon, bonjour. Bonjour. Vous avez été le complice de Jean-Pierre sur RMC. Pendant de très nombreuses années. Combien d'années ? 20 ans. 20 ans. Et alors ? Et c'est pour ça que j'ai amené un micro qui est un micro d'époque et qui est un micro un petit peu... D'époque, c'est un micro. C'est un micro qui est un micro bien rond, bien solide, bien costaud, qui symbolise bien le travail de Jean-Pierre.
Je suis très content que Léon soit là parce que pour ceux qui nous écoutaient dans le Midi pendant 20 ans Moi, je me souviens du jingle Jean-Pierre et Léon. Jean-Pierre et Léon. Donc, tous les matins, on arrivait à la radio pendant 20 ans. On était à 7h30 du matin à la radio. Donc, il fallait une certaine hygiène de vie on va les voir pour passer. se coucher tôt. Et puis, on faisait les fous de 8h30 jusqu'à 10h30, 11h ou midi. Chaque jour, et ce sont des moments incomparables que nous avons passés ensemble dans la folie la plus totale. Et d'ailleurs, il y a quelques jeunes gens qui étaient auditeurs. Alors voilà les photos, Jean-Pierre, regardez. Oh bah oui. C'était quelle année ça? Oh, 70, 60... Pas mal la chemise à carreaux quand même là. Hein oui, c'est un blouson, je crois. Il y a une chemise dessous, c'est ça qui est pire, oui. Parce que moi qui étais de Toulouse, Léon m'a fait rêver pendant des années, parce que Léon, pour moi, était beaucoup plus populaire imaginez cet homme que qu'on ne voyait pas. Jean-Pierre. Imaginez, on peut faire un gros plan. Cet homme a fait rêver Jean-Luc. Ah oui, non, mais c'est clair. Et vous m'avez fait rêver, Léon, mais pendant de nombreuses années. Quelles sont les anecdotes qui vous ont le plus marqué, Léon? Moi, j'ai un souvenir particulier parce qu'on peut dire que pour être animateur, il faut aller vers les autres, avoir envie de faire plaisir aux gens. Et ça, Jean-Pierre est quelqu'un qui va volontiers vers les autres et qui aime faire plaisir. Et j'ai souvenir qu'une fois, nous devions aller pour Radio Monte-Carlo dans une ville du Vaucluse pour la soirée de clôture d'une semaine de festivités. Donc, on est parti en voiture depuis Marseille. Et en route, Jean-Pierre est gourmand. On s'est arrêté, on a fait un excellent repas. Et on est arrivé, on nous a dit d'être dans la ville vers 8h30, 9h. On est arrivé vers 9h moins quart. Et là, le comité d'organisation nous attendait. Et dès que Jean-Pierre est arrivé, en disant « Oh, Jean-Pierre, c'est un plaisir. On attendait que vous pour passer à table. » Et Jean-Pierre, là, on sortait d'un restaurant copieux. On avait fini avec du café, digestif. Et là, Jean-Pierre, pour faire plaisir, s'est forcé et a remangé une deuxième fois en reprenant un peu de tout, en félicitant les gens, etc. les olives et tout. Et ça, c'est vraiment le sens du sacrifice. Léon, comment vous expliquez que Jean-Pierre soit aussi populaire? Je crois que parce qu'il aime ce qu'il fait, et puis il aime les gens, je pense, et puis bon, qu'il fait un minimum de travail aussi. Un minimum. Bravo, Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Marc. On entend régulièrement les animateurs télé, voire même de la radio, dire à propos de tel ou tel invité qu'il est formidable, fantastique, qu'il chante bien, qu'il danse bien, etc. Est-ce qu'il y a pas un peu un excès dans les mots parfois? Est-ce que vous pensez réellement ce que vous dites? Franchement, je voudrais dire que votre question est formidable. Merci. Franchement. Langue de bois, là, peut-être. Nous faisons, Michel l'a dit tout à l'heure, des émissions d'accueil. Moi, je pars du principe que si je n'aime pas quelqu'un et si je n'aime absolument pas ce qu'il fait, je ne le reçois pas. Vous n'imaginez pas un seul instant que dans une émission d'accueil, mon cher Michel, je suis ravi de vous recevoir. J'aime absolument pas ce que vous faites. On présente un gros nul qui chante mal et la chanson est détestable. Je ne pense pas que ce soit ça. Il vaut mieux ne pas les inviter. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui ont envie de se lancer dans ce métier? C'est dur. C'est Non, dur en fait- de dire ou c'est dur la télé? Non. Avant tout, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours voulu faire ce métier parce que c'était une passion. Je savais que pour moi, c'était ça et rien d'autre. Et finalement, en avançant petit à petit dans le métier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour et des choses qui, la plupart du temps... On n'est pas confronté à ce genre de choses dans la vie quotidienne, donc pour le coup, on apprend sur le tas, comme on dit, et finalement, on n'est pas préparé à ça. Et je crois que c'est le plus dur à vivre. Alors Pierre, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui, eux aussi, veulent se lancer dans une carrière de télévision aussi longue que la vôtre? D'abord, en effet, que ce métier, ça c'est très juste, il n'y a pas d'école d'animateur, et quand on vous le fait croire, il ne faut surtout pas le croire, parce que ça n'existe pas. Donc ça s'apprend en effet avec la vie, et le seul moyen d'être un bon animateur de télévision, c'est d'être soi-même. Hein, c'est le seul... Nous essayons d'être nous-mêmes, tout simplement. Jean-Luc? Je crois que c'est une énergie. Moi, j'ai besoin de communiquer et de donner. Je crois que celui qui a envie, c'est déjà extraordinaire. J'ai envie de donner envie à plein de gens. C'est une énergie, et je crois que c'est une écoute. Jean-Pierre, vous qui lancez un concours pour vous piquer votre place, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier? Un peu ce que viennent de dire Jean-Luc et Pierre, il faut être soi-même. Ne jamais tricher et être soi-même. Et vous, Michel? Moi, j'avais un père qui était un médecin de campagne en Normandie. Et mon père m'a dit un jour, il allait dans les fermes, il a vu ma tête sur un magazine de télévision sur un poste alors qu'il allait accoucher
une brave femme au fin fond de la campagne. Il ne comprenait pas bien ce que je faisais. J'étais déjà à la télé depuis plus de 15 ans. Et puis finalement, il a compris. Il m'a dit finalement, tu fais un peu la médecine des âmes, tu es un peu un médecin à ta manière. Ben, je crois que pour faire ce métier, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment aimer les gens, aimer les artistes et avoir peut-être une santé supérieure à la moyenne. Simplement dire un mot à Michel, c'est mon genou que tu caresses, c'est pas le chien. Merci à tous et à toutes d'être venus sur ce plateau. C'est vrai que c'est exceptionnel de vous avoir tous réunis côte à côte dans notre émission de télévision. Nous en sommes très fiers. Nous vous en remercions. Merci aussi d'avoir répondu aux questions du public. Merci et puis merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Nos invitées de demain n'ont aucun point en commun. Elles exercent toutes une profession différente. Pourtant, une chose les rapproche. Elles sont les confidentes de leurs clients et c'est leur choix. Elles sont taxi, coiffeuses, esthéticiennes, gardiennes d'immeubles et même prostituées. À demain, 13h50.